Donc correction activité quantile et courbe de Lorentz, donc initialement prévue pour être faite en interactivité en classe en environ 1 heure. Et là on ira un petit peu plus vite sans doute. Donc il s'agit d'une activité essentiellement de verbalisation, de telle sorte que on montre que l'on a compris le sens des indicateurs. Alors, remarque liminaire avant de commencer donc le corriger. Généralement, la verbalisation de ces indicateurs, elle génère donc des phrases extrêmement lourdes si on veut être totalement précis, donc dans le sens de ce qui est énoncé. Alors, généralement, la bonne idée, c'est plutôt, si on est à l'oral, d'entrée de jeu, de dire de quoi on parle. Si on est à l'écrit, à un moment de le dire clairement. Alors, par exemple, la délimitation géographique, hein, ici le coulant, on ne va pas le répéter donc 107 fois. Donc on le dit une fois et puis on s'arrête. C'est uniquement utile de le dire si effectivement on fait des comparaisons avec une autre délimitation géographique, avec un autre pays par exemple. En ce qui concerne le dollar de 2000, donc on dit ce que c'est que le dollar de 2000, hein, c'est un dollar qui a le pouvoir d'achat d'un dollar en l'an 2000, et ensuite on pourra se contenter effectivement de parler de dollars. Voilà, ça sera quand même plus léger. Il faut avoir dit clairement avant hein, qu'il s'agissait de dollars de 2000. Et en ce qui concerne donc la variable dont la dispersion est étudiée, c'est le revenu par habitant par an, hein, donc le revenu annuel par habitant. Souvent on fera référence à l'idée de richesse. Donc il faut dire ce que c'est. Hein, puisque la richesse, classiquement, ça peut être quand même appréhendé de deux manières, soit sous l'angle du flux, donc le revenu, hein, ici, soit sous l'angle du stock, le patrimoine. Et puis on aura ce petit problème à résoudre, effectivement, quand on s'intéressera à la courbe de Lorentz à la fin de l'activité. Donc d'entrée de jeu, on dit de quoi on parle, et puis ensuite on commente. Donc on va commencer. Alors, C1 égale 1000 dollars. Donc ça veut dire que le premier centile est de 1000 dollars. Ça veut dire que le plus riche des individus appartenant au pourcent le plus pauvre du point de vue du revenu des habitants du Coolland, donc a un revenu annuel de 1000 dollars. C99, donc c'est le 99e centile, il vaut 10 millions de dollars. Donc ça veut dire que le plus pauvre des individus appartenant au pourcent le plus riche de la population du Coolland a un revenu annuel de 10 millions de dollars. Ensuite, on passe donc à D1. Donc D1, c'est le premier décile, 100 000 dollars. Donc ça signifie que le plus riche des individus appartenant aux 10% les plus pauvres a un revenu annuel de 100 000 dollars. D9, donc c'est le 9e décile, donc ça veut dire que le plus pauvre des individus appartenant aux 10% les plus riches a un revenu annuel de 1 million de dollars. Donc on rappelle hein, qu'il y a 9 déciles pointés, on va y revenir, il y a 99 centiles pointés, habituellement on parle de centiles, on parle de déciles, on ne dit pas pointés, mais quand il y a une ambiguïté, il faut quand même préciser. C'est ce qui explique la logique des commentaires que je viens de réaliser. Alors, on passe ensuite justement à DM1, 50 000 dollars. Donc DM1, c'est un décile moyen. Donc, alors, des déciles moyens, il y en a 10. Hein. Il n'y en a pas 9, puisqu'il s'agit de moyenne. Donc, ça signifie que les individus qui appartiennent aux 10% les plus pauvres du Coolland ont un revenu annuel moyen de 50 000 dollars, tout simplement. On passe ensuite à CM100. Donc CM100 vaut 20 millions de dollars. Donc CM100, c'est le centième centile moyen. Donc ça signifie que les individus qui appartiennent au pourcent le plus riche du Coolland ont un revenu, moyen annuel de 20 millions de dollars, tout simplement. On passe ensuite à Q1, grand Q1.
on a l'habitude de mettre un grand Q, qui vaut 250 000 $, donc c'est le premier quartile, donc ça signifie que l'individu le plus riche qui appartient aux 25% les plus pauvres a un revenu de 250 000 $. On passe ensuite à Q3, donc c'est le troisième quartile, et il n'y a que 3 quartiles, ce sont des quartiles pointés. Ça signifie que l'individu le plus pauvre qui appartient aux 25% les plus riches a un revenu de 750 000 $. Passage, précisons que le deuxième quartile, ça n'est rien d'autre que la médiane. On va y revenir. Ensuite, donc, on a QM1, alors ça c'est le premier quartile moyen. Ça signifie que les individus qui appartiennent aux 25% les plus pauvres, donc du coup Land, ont un revenu moyen annuel de 200 000 $. Ensuite, on a le quatrième quartile moyen. Alors, il y a 3 quartiles pointés, mais il y a 4 quartiles moyens. Donc, ça signifie que les individus qui appartiennent aux 25% les plus riches ont un revenu annuel moyen de 1 million de $, donc dans ce qu'on appelle le cool land. Pour finir, la médiane, donc la médiane c'est rien d'autre que le deuxième quartile, c'est la valeur de la variable qui, ordonnée par ordre croissant des valeurs, donc sépare la série en 2 effectifs égaux. Donc la médiane est de 500 000 $, donc ça signifie que le plus riche des 50% les plus pauvres a un revenu, donc un revenu annuel de 500 000 $, ou on peut également le dire, le plus pauvre des 50% les plus riches a un revenu annuel de 500 000 $. C'est juste une question de choix de commentaires. Donc voilà pour les commentaires des principaux indicateurs. Alors ensuite, on demandait si les données précédentes paraissaient cohérentes. Il semblerait que oui. Alors, si on prend les quantiles pointés, on voit que les valeurs qui sont données sont cohérentes. C'est-à-dire le premier centile est inférieur au premier décile. On se doute bien que le plus riche des 1% les plus pauvres, il va avoir un revenu plus faible que le plus riche des 10% les plus pauvres. Ça change, je rappelle, que pour les quantiles, on classe les observations par ordre croissant de valeur. Donc on pourrait répéter effectivement le raisonnement sur les autres valeurs, ce que j'ai fait. J'ai mis un petit 3 points de suspension là, parce que je n'arrivais pas à écrire toute ma série sur une seule ligne, je l'ai écrite sur 2 lignes, et donc la cohérence est acquise. Alors après, on peut essayer de voir s'il y a le même type de cohérence sur les quantiles moyens qu'on nous a présentés. Alors là encore oui, puisque si on prend le premier décile moyen, il est inférieur au premier quartile moyen. On se doute bien que les 10% les plus pauvres, en moyenne, ils ont moins que les 25% les plus pauvres. On peut répéter effectivement le raisonnement donc sur les autres quantiles moyens qui nous étaient présentés dans l'exercice. Alors ensuite on peut essayer de voir si il y a une cohérence entre les quantiles moyens et les quantiles pointés. Donc le fait que le premier décile moyen soit inférieur au premier décile pointé est cohérent. En fait, les 10% les plus pauvres, ils ont en moyenne moins que le plus riche des 10% les plus pauvres. Voilà. On peut répéter le raisonnement pour effectivement les quartiles, pour les quartiles. Voilà. J'avais donc ça, on le fait au début de la distribution. Voilà. Et puis on peut répéter le raisonnement effectivement. Donc pour comparer donc les quartiles moyens et quartiles pointés, donc à la fin de la distribution. Donc si on prend le cas du quatrième quartile moyen, donc qui est de 1 million de $, il est logique qu'il soit supérieur au troisième quartile, puisque en moyenne, les 25% les plus riches ont plus, c'est-à-dire 1 million de $, que le plus pauvre des 25% les plus riches, qui n'a que 750 000 $. Voilà. Et on peut répéter le même raisonnement en comparant donc centile moyen
le centième centile moyen, voilà, et le 99e centile pointé. Donc voilà l'idée. Alors, après, donc, pour traiter les inégalités, on utilise souvent donc les quantiles, les quantiles moyens, donc les centiles, les déciles, les quartiles, ce sont les plus fréquents, la médiane bien entendu. Et puis on utilise également des indicateurs qui sont les rapports interquantiles ou les écarts interquantiles. Voilà. Alors un rapport, c'est un ratio, c'est une division, et un écart, c'est une soustraction. Voilà. Donc le rapport, c'est un ratio, l'écart, c'est une soustraction. C'est simple, donc il est facile de s'en souvenir. Alors Q3 sur Q1, c'est le rapport interquartile, c'est son nom. Alors un rapport interquantile, on prend toujours le dernier quantile et on le rapporte au premier quantile. Le dernier quantile, le dernier quartile, c'est le troisième quartile. Le premier quartile, bien entendu, comme son nom l'indique, c'est effectivement le premier, c'est-à-dire Q1. Alors quand on fait le calcul, ça fait 3. Donc Q3 sur Q1, 750 sur 250, ça fait 3. Et alors, qu'est-ce qu'on peut produire comme phrase à partir de cet indicateur? Quelque chose du style le plus pauvre des 25% les plus riches a 3 fois plus, a un revenu 3 fois supérieur à celui du plus riche des 25% les plus pauvres. Voilà. Donc, on vient de voir le fonctionnement du rapport interquartile. Regardez un petit peu l'écart donc interquartile. Donc Q3 moins Q1, c'est l'écart interquartile. Donc un écart interquantile, on soustrait toujours au dernier quantile le premier quantile. Donc le dernier quantile pour les quartiles, c'est le troisième quartile. Le premier quantile pour les quartiles, bon là c'est un truisme, c'est effectivement le premier quartile. Donc on a l'écart interquartile, donc on le calcule, 750 000 moins 250 000, ça fait 500 000 $. Et alors, qu'est-ce qu'on peut produire comme phrase à partir de ça? Quelque chose du style, le plus pauvre des 25% les plus riches a un revenu annuel supérieur de 500 000 $ à celui du plus riche des 25% les plus pauvres. Voilà. Donc, ensuite, là, on a un rapport interquantile moyen. Alors ici, en particulier, on a un rapport interquartile moyen. Donc, on rapporte le dernier quartile moyen, donc c'est le quatrième. Au premier quartile moyen, c'est le premier, là encore par définition. Donc on fait le calcul, alors avec les valeurs qui nous étaient données, donc 1 million de dollars divisé par 200 000 $, ça fait 5. Et alors qu'est-ce qu'on peut produire comme phrase à partir de ça? Quelque chose d'assez simple, c'est que les 25% d'habitants les plus riches, du coup le land, ont un revenu annuel moyen 5 fois supérieur à celui des 25% les plus pauvres. Voilà. Alors ensuite on passe à l'écart interquartile et non pas au rapport interquartile, donc à l'écart interquartile. Donc on va soustraire au dernier quartile le premier quartile. Donc le nom, je viens de le donner, donc c'est l'écart interquartile. Alors quand on fait le calcul, donc 1 million de dollars moins 200 000 $, ça fait 800 000 $.
qu'est-ce qu'on peut produire comme phrase à partir de ça? Quelque chose d'assez simple, c'est que dans le Coolland, les 25% les plus riches ont un revenu moyen donc supérieur de 800 000 $ à celui des 25% les plus pauvres. Voilà. Donc là, on avait un coefficient multiplicateur. Là, effectivement, on a ce qu'on appelle un écart. Voilà. Donc voilà pour ces indicateurs. Alors il faut s'entraîner pour que ça devienne un petit peu, comme disent les linguistes, fluent. Donc ce type de commentaire, ce qui n'est pas évident. Ça nécessite une petite gymnastique intellectuelle qui ne va pas forcément de soi. Alors, on va passer à la courbe de Lorentz. Donc on appelle également la courbe de concentration. Elle est fréquemment effectivement dénommée comme ça. Donc c'est soit courbe de Lorentz, soit courbe de concentration. Et sa présentation est standardisée. Donc sur l'axe des abscisses, vous avez le pourcentage de la population. Voilà, et donc là c'est le pourcentage des ménages. Sur l'axe des ordonnées, vous avez le pourcentage de la variable étudiée détenue effectivement par le pourcentage donné de la population. On va revenir sur ces commentaires. Donc là, alors là encore, quand on fait ces commentaires, il faut essayer d'être un petit peu léger. Voilà, elliptique, c'est-à-dire au début, on dit de quoi on parle. Alors notamment là, il faudra être très clair. Est-ce qu'on parle du niveau de vie ou est-ce qu'on parle du patrimoine? Voilà, le niveau de vie étant le revenu disponible ramené à un équivalent célibataire. C'est ça l'idée. Voilà, donc est-ce qu'on parle du niveau de vie ou est-ce qu'on parle du patrimoine? Voilà, alors, première question, donc expliciter à l'aide d'une ou deux phrases l'inégalité de niveau de vie, c'est-à-dire d'équivalent revenu disponible pour un célibataire. Alors, il faut toujours essayer de produire des phrases qui vont générer un sens explicite. Alors, on va donc niveau de vie, on va se caler sur 20%. Pourquoi? Donc parce que déjà on peut dire que 20% des ménages en France en 2010 disposent de 10% du revenu, du niveau de vie total, donc disponible, c'est-à-dire de la richesse, puisque là effectivement on la présente sous l'aspect flux, c'est-à-dire niveau de vie. Donc 10% du niveau de vie total, alors que on va prendre les 20% les plus riches. Donc là on est là, voilà, et on voit que les 20% les plus riches, en fait, ils s'accaparent 40% du niveau de vie total, 100 moins 60. Et donc ça c'est très explicite, c'est de dire les 20% les plus pauvres ont 10% du niveau de vie total, alors que les 20% les plus riches ont 40% du niveau de vie total, c'est-à-dire 4 fois plus. Alors on aurait pu parfaitement donc raisonner par exemple sur donc 10%. Voilà, alors là on y va. Les 10% les plus pauvres des ménages, du point de vue du niveau de vie, donc disposent de moins de 5% du niveau de vie total, alors que les 10% les plus riches disposent de, alors, on va dire, 25% donc du niveau de vie total, c'est-à-dire 5 fois plus. Donc ça c'est une question de choix, est-ce qu'on raisonne, est-ce qu'on fait du 10% les plus pauvres, 10% les plus riches, ou du 20% les plus pauvres, 20% les plus riches, ça c'est au choix. Il s'agit de produire effectivement un discours qui soit clair. Voilà. On peut au passage, dans une dissertation, une P3, c'est enfoncer le clou, c'est prendre les deux indicateurs. Donc, on va considérer que c'est fait. Voilà. Alors, maintenant, expliciter à l'aide d'une ou deux phrases en quoi les inégalités de patrimoine sont plus importantes que celles de niveau de vie. Alors, on va y aller.
On va d'abord gommer ce qu'on a fait. Voilà. Et donc, on va raisonner. On va raisonner, par exemple, sur 20%, comme on l'avait fait. Donc, on y va. Les 20% les plus pauvres disposent de 10% du niveau de vie total, un peu moins en fait, hein, et ils disposent, du point de vue du patrimoine, je mets un point rouge dessus là, en fait, de presque rien. Voilà, epsilon. Alors que, si on raisonne donc toujours sur les 20%, donc, du point de vue, on l'a vu, du niveau de vie, il dispose de 40% du niveau de vie total, donc les 20% les plus riches, mais si on raisonne, du point de vue du patrimoine, il dispose de de plus de 60% en fait du patrimoine. 100 moins 40, ça fait 60. Voilà. Donc presque 65%. Donc on voit bien que les inégalités, de niveau de vie sont beaucoup plus faibles que les égalités de patrimoine. Les égalités de niveau de vie, c'est les 20% les plus pauvres ont 10% du niveau de vie total, les 20% les plus riches ont donc 40% du niveau de vie total, alors que si on raisonne du point de vue du patrimoine, les 20% les plus pauvres n'ont presque rien, alors que les 20% les plus riches ont presque les 2/3 du total. Voilà, et si on calcule un coefficient multiplicateur, celui-ci il tend vers l'infini. Voilà, alors que là, on avait simplement un coefficient multiplicateur qui était de l'ordre de 4. Voilà, donc on vient de montrer que les inégalités de niveau de vie sont plus faibles que les égalités de patrimoine en France en 2010, donc pour les ménages français. Alors, pour finir, représenter sur le graphique ci-dessus ce que serait une répartition parfaitement égalitaire du patrimoine et ce que serait une répartition parfaitement inégalitaire du patrimoine. Alors on pourrait poser la même question, bien entendu, pour le niveau de vie. On va le faire pour le patrimoine. Donc qu'est-ce que ça serait qu'une répartition donc parfaitement inégalitaire? Voilà, c'est simple, c'est le coude. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui a tout, et puis les autres individus n'ont rien. Alors plus exactement, d'ailleurs la façon dont je l'ai fait, voilà, les individus qui n'ont rien, ils sont là, voilà, et l'individu qui a tout, c'est la verticale. Et une répartition parfaitement égalitaire donc du patrimoine, eh bien c'est la diagonale, voilà. Donc on a les deux cas polaires. Alors au passage, hein, on voit que quand on commente donc une courbe de Lorentz ou des courbes de Lorentz, c'est en fait l'éloignement par rapport à la diagonale et le rapprochement par rapport au coude, mais généralement on parle d'éloignement par rapport à la diagonale, qui caractérise le degré d'inégalité croissant. Et là on voit qu'effectivement, le patrimoine, la courbe de Lorentz, la courbe de concentration du patrimoine, elle est beaucoup plus éloignée de la diagonale que la courbe de niveau de vie. Et comme elle est plus éloignée donc de la diagonale, et effectivement, ça caractérise donc une inégalité plus forte. Alors, avant de finir, hein, dernière chose, il ne faut pas en rester à cette recette, hein, c'est-à-dire que la courbe de concentration la plus éloignée de la diagonale caractérise une inégalité plus forte. Il faut être capable, à l'aide d'une phrase, ou deux phrases, comme on vient de le faire, de caractériser par des exemples, par un ou deux exemples, ces égalités plus fortes. C'est absolument indispensable. Hein. Si vous vous contentez juste de dire « oui,
comme la courbe de concentration de patrimoine est plus éloignée de la diagonale que la courbe de concentration de niveau de vie, alors les inégalités de patrimoine sont plus importantes. C'est pas suffisant. Un béotien en statistique, il va pas comprendre. Alors que si il suit un petit peu votre raisonnement, il lit vos phrases telles qu'on les a fait juste avant, là il va comprendre. Voilà. Donc je pense que l'essentiel a été dit.